Bonjour à tous, bienvenue à l'émission On jase là, l'émission où est-ce que à chaque semaine on vous parle d'un nouveau sujet avec mes collègues de toujours, Marc-André. Allô Sam! Clarence. Allô! Et Rosemary. Allô! Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va nous transporter en Europe de l'Est, le reportage littéraire polonais. Clarence, qu'est-ce que ça mange en hiver? Le reportage littéraire polonais, c'est un sujet, c'est une forme d'écriture, en fait, une forme d'écriture journalistique qui est née et qui a toujours cours principalement en Pologne et qui a cette particularité-là de marier la méthodologie d'écriture journalistique avec l'écriture littéraire. Donc, je trouvais que c'était un sujet quand même assez intéressant à traiter, considérant à l'époque, on vit à une époque de fake news. La Pologne en ce moment, question politique, ça va plutôt mal. Donc, je me suis dit, si on retournait à quelque chose qui dit la vie d'une manière un peu plus vraie. Et je suis tombé sur le reportage littéraire polonais. Très hâte de vous en parler. De quoi s'inspirer, j'en suis fort certain. Marc-André, toi, tu vas nous parler d'un jeu, je crois? Ouais, notre premier jeu vidéo dont on va parler à l'émission. En fait, c'est Batman The Video Game Series fait par Telltale Games. Donc, c'est un jeu style histoire interactive où en fait on contrôle Batman et donc Bruce Wayne aussi. Et on décide en fait la destinée de ce Batman-là qui sort de l'histoire traditionnelle qu'on connaît justement de l'univers de Batman. Donc, visiblement, on croise la littérature et le jeu vidéo avec un tel genre. Exactement, c'est un peu une histoire dont vous êtes le héros, mais sous forme de jeu vidéo. Attends, Batman, c'est Bruce Wayne? Ah, Clarence. Aïe, gang, spoilers! Excusez gang, finalement Clarence ne sera pas disponible pour l'émission aujourd'hui, c'était sa dernière. Ok, bye! Donc, sur cette brève intermède, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc aujourd'hui, on boit la bière de Gazebo de l'espace public qui est située à Montréal. Donc cette bière est un gruit sûr. J'ai toujours tendance à dire une gruite, mais on dit un gruit. Oh, la face à Marc-André était excellente! C'est triste qu'on soit pas en vidéo. Donc comme je disais, un gruit sûr, n'est-ce pas? Donc c'est une bière qui a une robe dorée et claire. Dans le fond, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est un gruit. Un gruit, c'est une bière qui est brassée avec un mélange de plantes. C'est un type de bière qui était particulièrement populaire avant la généralisation du houblon. Donc, comme de fait, la gruite ne possède pas de houblon, en tout cas dans la majorité des cas. La gruite, à la base, n'est pas censée contenir de houblon. Donc, cette bière-là, je vous ai dit, elle est issue d'un mélange de plantes. Celle-ci, on parle de camomille, de menthe et de sarsaparille. Là, je tiens à préciser que les gruites ne sont pas des bières sûres à la base. Celle-ci l'est, mais c'est pas le cas de tous les gruites. Donc, au nez, on a vraiment des arômes de céréales, d'agrumes, d'herbes, puis on sent vraiment le sûr. Là, Je sens juste ça. C'est juste ça que je sens et que je goûte. Je sens que je suis vraiment tombée dans tes cordes, Marc-André, avec j'ai cette l'impression de boire du bière-là. vinaigre, là. À ce point-là! Non, ouais, quasiment là. Ok, Mais j'exagère un peu, mais c'est ça. Ou tu sais, les genres les bonbons qu'on avait, tu sais, super surette avec la tête du bonhomme qui explose. Oh, ouais. Oui. Ben, un peu ça, mais sans le goût de fruité ici avec. Là. Ah, non. C'était avec ça qu'on faisait la bière avant le houblon. Les petits bonbons avec le petit bonhomme de la tête qui explose. Exactement. Comme j'ai dit, les gruites ne sont pas des bières sûres. C'est celle-là en particulier qui... Je vous referai goûter un gruite une bonne fois qui n'est pas sûr pour essayer de te faire aimer les gruites un peu davantage, Là, je pense que je vais Marc-André. skipper ce show-là. Non, c'est pas sûr. Donc, en bouche, le sûr, hein, c'est vraiment ce qu'on ressent en premier. Oh mon Dieu, je paierais. Je suis sûre que vous paieriez pour voir la tête de Marc-André présentement. On devrait se partir un Patreon juste pour ça. Donc, on sent vraiment bien le goût d'agrumes et d'herbes qui lui donne un côté vraiment rafraîchissant. C'est une bière qui n'a pas d'amertume pour la seule et unique raison qu'il y a Juste sûr. qu'il n'y a pas de houblon dans cette bière-là. Donc moi, personnellement, contrairement à Marc-André, ça a été un coup de cœur, et oui, croyez-le ou non, que j'ai découvert au Festival Bière et Saveurs de Chambly l'an passé. Donc on aime ou on n'aime pas. Il faut aimer les bières sûres, c'est certain, mais moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Ben moi j'aime.
Merci, Moi, Clarence! Ah, mais c'est correct. quand Merci. même. Ben honnêtement, le côté surette, je m'attendais à vraiment. Je m'excuse Marc-André, je m'attendais à vraiment pire. Mais je la trouve Le vraiment pas coup- si pire, moi non J'aime plus. quand même ce qui est sûr, mais ça, là, ça, Mais moi, ça je vient doute pas me chercher. beaucoup. Mais tant mieux si vous l'aimez, ça en Beaucoup fait moins plus pour agrumes. moi. Puis le côté herbacé, Oui. beaucoup plus que le sûr, personnellement. C'est ce que j'allais dire. Mais- J'aime beaucoup le côté herbal de cette bière-là, mais c'est aussi ce qu'on retrouve chez les bières gruites. Dans les gruites, oui, exactement. Donc, La- le côté herbacé, moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, autant dans les liqueurs que Oui, dans les bières. on peut penser que c'est un peu comme la chartreuse des bières ou le Jägermeister. des Ah, bières. le Jäger, non merci. On va dire la chartreuse. On va à dire la place. chartreuse. Mais plus sérieusement, le goût surette est vraiment marquant au début, mais il part quand même Ça rapidement. diminue. La finale est vraiment ça. Bon, c'est en Ouais. plus les herbes. La finale, je l'aime bien. Ok. Puis là, après quelques gorgées, c'est moins pire. Tu me mais... remets en paix avec ma bière. là. J'étais triste. Mais en tout cas, rendu après 3-4 gorgées, je m'habitue un peu plus. Ok. Mais c'est quand même moins mon genre de bière. C'est Ça va t'en faire plus. C'est correct, c'est parfait. Ça me va. Donc, Pour le bon c'était côté des choses. c'était la bière de gazebo de l'espace public. Merci beaucoup, Ça me Rosemary. fait plaisir. Ah, on restait Donc- dans le gazebo. Il fallait que je fasse la joke, là. Oh mon dieu. C'est correct, Bonne c'est été à correct. tous. Donc, pendant que tout le monde savoure, sauf Marc-André, Clarence. Le reportage littéraire polonais. Oui. C'est vraiment drôle parce qu'au début, au tout début du projet de la diffusion, j'avais dit que j'aimais beaucoup parler de littérature québécoise. Mais là, je vais encore pas vous parler de littérature québécoise. On va te le pardonner. Merci. On va te le Merci. pardonner. Mais Pas moi. de ce que je comprends, c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer et qui serait pertinent à découvrir ici au Québec. Ben en fait oui parce que déjà en partant je pense pas je connais pas assez le sujet pour m'exprimer assez ouvertement là-dessus, mais disons que je pense pas que ce type de reportage là fasse autant école ailleurs qu'en Pologne. Ça c'est vrai. J'ai lu des textes d'inspiration journalistique qui pouvaient laisser penser, dont un qui est sorti très dernièrement d'ailleurs, c'est le parallèle est peut-être un peu audacieux, mais Un barbare en chaîne nouvelle d'Alexandre Trudeau. C'est exactement ça. On retrouve à peu près le même type d'inspiration. Mais le reportage littéraire, à mon avis, va quand même un petit peu plus loin que ça. Pour commencer par vous définir un peu qu'est-ce que c'est. C'est un texte journalistique, au visé documentaire, comme n'importe quel article de journal, n'importe quel reportage, mais qui laisse transparaître un souci de la forme littéraire et de la création par l'intermédiaire de l'écriture. La dimension littéraire du reportage littéraire polonais ne relève pas juste de l'utilisation de procédés littéraires dans l'écriture du reportage. Il y a l'intervention, comme je disais, d'une écriture qui laisse transparaître un souci de la forme littéraire, mais il y a également l'intervention de la subjectivité du reporter dans la prose du reportage. Qui fait en sorte que le texte se trouve un peu à mi-chemin entre le reportage, encore une fois documentaire, et le récit de voyage. Parce qu'il est à savoir aussi que ce type de reportage-là l'histoire de ce type de reportage-là est imbriquée à celle des récits de voyage. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la chronique, mais disons qu'il brouille un peu la frontière entre les deux. Il y a vraiment une démarche du voyage qui transparaît dans l'approche du sujet choisi par les reporters et dans l'écriture également. Mais là, on parle pas de docu-fiction, on parle vraiment de reportage. Non, c'est un reportage. C'est vrai, on s'inspire de la réalité. Ce n'est pas une création littéraire, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman, ce n'est même pas de la nouvelle. C'est même pas un court texte de fiction. C'est un reportage dans lequel soit dans l'angle d'approche, soit dans la focalisation du sujet, soit dans le choix d'un certain type de vocabulaire, on va laisser transparaître la sensibilité littéraire. Donc c'est un reportage qui s'inspire de la réalité, qui s'inspire de phénomènes, qui s'inspire de personnes, qui s'inspire de certaines périodes dans l'histoire. On va chercher à démontrer une certaine réalité, voire quelquefois à démonter une certaine réalité, mais on va contourner, on va prendre un angle d'attaque différent pour traiter du sujet, soit le dénoncer si dans un autre cas on aurait voulu l'attaquer de front. Une manière dont on pourrait le définir, ce serait de dire de lui qu'il est un art de raconter le monde, tout en disant de lui qu'il cherche à voir la mer dans une goutte d'eau. Donc dans le fond, c'est de représenter un maximum de choses possibles à travers une forme la plus englobante mais restreinte.
Et comme, encore une fois, l'objectif de ça, c'est de refléter la réalité, mais que la méthodologie de l'écriture journalistique semble trop limitée pour représenter globalement la réalité, donc la mer, on va chercher à utiliser des procédés littéraires pour représenter la mer dans une goutte d'eau. Le plus grand dans l'infiniment petit. Ça me fait penser un peu au style de chronique aussi. Parce que le chroniqueur est là, va prendre une anecdote, va la raconter, puis va la mettre dans un contexte plus grand, justement, pour montrer une situation. C'est à ça que je pensais aussi, dans les années où Pierre Folliot faisait ses chroniques à la presse, que j'ai en tête, c'est quand il était allé en Irak quelques années après le début de la guerre d'Irak de 2003, il faisait juste raconter, si on veut, une sorte de récit de voyage, mais qu'à travers les personnes qu'il rencontrait, à travers ses interactions avec son traducteur, et c'est comme ça qu'il réussit à faire percevoir les impacts de ce conflit-là, au final, entre les Américains et les Irakiens. C'est une bonne manière c'est une bonne analogie, parce que en fait, on va tout le temps aller chercher... L'un des sujets de prédilection de ce type de reportage-là, c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est les petites gens, c'est les situations, c'est le contingent qui va dire quelque chose de la grande histoire ou d'une certaine situation. Là où, à mon avis, le reportage littéraire polonais fait un peu bande à part par rapport au style de la chronique, c'est d'une part par sa longueur. Une chronique, encore une fois, ça reste un peu restreint à sa forme, 750 mots, voire 1000, tout dépendant du quotidien ou du journal dans lequel on publie. Mais c'est que ces reportages-là, très souvent, ils ne vont pas se cantonner à une seule forme, à une seule méthodologie. C'est ce qui en fait un genre d'ovni, d'ovni de l'écriture, d'ovni de littéraire, parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, j'en ai lu quelques-uns, et autant j'étais capable de voir quels étaient les angles d'attaque choisis, quels étaient les éléments privilégiés dans le traitement du sujet, autant aucun d'entre eux ne me paraissait assez emblématique pour synthétiser la forme du reportage polonais. Donc, c'est ce qui, à mon avis, ajoute un peu à la beauté du genre, parce que c'est un genre qui se laisse mais très peu saisir. Il y a peut-être une constante, et c'est entre autres ce qui me fait aimer énormément ce genre-là, c'est que c'est un type de texte dans lequel il faut lire entre les lignes. C'est un type de texte qui ne prend pas son lecteur pour un idiot. Okay. Donc ça représente une certaine forme de défi, exige une certaine forme de concentration, d'attention, mais juste assez pour rester accessible et juste assez pour rester un peu sous le radar. Ça va prendre un peu plus de sens ce que je vais dire lorsque je vais parler de la période communiste, mais... C'est ça, dans le fond, c'est dans les non-dits que va résider une partie de l'information que l'auteur veut transmettre. Exactement. Et de cette nécessité-là, c'est plus complexe que ça, mais de cette nécessité-là est né ce genre-là. C'est consolidé, disons-le plus comme ça, ce genre-là. Et qui continue encore à perdurer aujourd'hui. C'est pas un genre qui se cantonne à la période de la Pologne communiste, bien loin de là. C'est un type d'écriture qui est issu d'une tradition en fait presque centenaire. Okay. Si bien qu'on parle littéralement aujourd'hui d'une école polonaise de journalisme, qui fait un peu écho au nouveau journalisme tel que pouvait l'écrire le journaliste états-unien qui nous a quittés il y a quelques semaines, Tom Wolfe. Qui est le père du nouveau journalisme aux États-Unis, qui aborde à certains éléments près une approche assez similaire à ce type de journal-là. Peux-tu nous définir un peu le nouveau journalisme? C'est très familier avec le concept. Le nouveau journalisme, c'est... J'avoue très humblement, je serais assez pas très bien placé pour en traiter en détail, mais c'est un type de journalisme qui... Peut-être avec le côté récit de voyage en moins, qui aborde à peu de choses près les sujets avec les mêmes angles d'attaque, avec une approche un peu détachée qui va faire appel à la subjectivité du reporter. Ok.
Mais disons que dans le reportage littéraire polonais s'inscrit dans un contexte socio-économique et socio-historique très distinct, et on ajoute à ça la dimension du récit de voyage qui le caractérise vraiment beaucoup. Ok. Donc c'est très concis, c'est très succinct ma définition, mais c'est une analogie qu'on fait fréquemment dans l'étude du journalisme mondial. Une analogie entre le reportage littéraire polonais et le nouveau journalisme à la Tom Wolfe. Le reportage littéraire polonais, ça commence quand exactement? Il y a plusieurs origines. Le réflexe premier, c'est de faire partir ça, de dresser le départ de cette école-là du journalisme, de cette école d'écriture-là, à la période communiste. Donc, fin des années 40 jusqu'au début des années 90. Par contre, on retrouve certaines origines de ce type d'écriture-là à la fin du 19e siècle, en Pologne. Il se trouve qu'il y a deux auteurs tout particulièrement qui annoncent par certains écrits, par un certain type d'écriture, ce type de journalisme-là. Ces deux auteurs-là sont Władysław Reymont, qui se trouve avec le prix Nobel de littérature de 1924, et a fait assez notable pour l'époque une femme, Maria Komornicka. Ce sont les deux pionniers qui, chacun à leur manière, vont annoncer annoncer un peu la naissance et la prolifération de ce type de journalisme-là en Pologne. Władysław Reymont, en fait, il est l'auteur d'un texte qui s'appelle Pèlerinage à Jasna Góra, impressions et notes. Un texte qui est paru en 1895 et qui, dans le fond, il témoigne, il raconte dans le fond le voyage de certains pèlerins dont il est témoin. Il raconte le pèlerinage donc de ces voyageurs-là à Jasna Góra. Et sa lecture de ce voyage-là, des pèlerins, sa lecture de ce monde-là dont il rend compte, c'est une lecture qu'il fait qui est presque sociologique et qui est intériorisée par un sujet, un narrateur qui est lui-même, dont on présume qu'il est lui-même, et qui cette lecture-là va laisser entendre qu'il se sent étranger chez lui. Jasna Góra, c'est un petit territoire qui se trouve en Pologne. Et c'est la première fois que dans un texte journalistique qui inclut en même temps le récit de voyage, on va rendre compte d'une certaine altérité du sujet par rapport à ce qu'il observe. Et dans la tradition journalistique polonaise, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On a la même chose, mais de manière un peu plus radicale cette fois-ci, avec Maria Komornicka, qui est l'autrice d'un texte qui est paru en 1896, d'abord paru en feuilleton, qui s'appelle « Le paradis de la jeunesse, souvenir de Cambridge ». Donc, elle est allée à Cambridge et elle rend compte, dans le fond, de la vie sur le campus. Et là, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est beaucoup moins subtil. On est vraiment plus dans la dénonciation frontale. C'est un texte dans lequel elle va dépeindre la dépréciation dont sont victimes les femmes dans la société anglaise de Cambridge. Elle va dénoncer dans ce texte-là les abus du système colonial, et de même que la domination des sujets britanniques à la couronne, et également des étudiants qui sont issus des colonies de l'Empire britannique. Donc, elle va dénoncer, dans le fond, la dépréciation dont font l'objet ces femmes-là et les étudiants. Son texte, par contre, c'est pas un pamphlet, c'est pas un manifeste, c'est pas un article journalistique de but en blanc aux frontières, à la méthodologie très rigide. C'est un témoignage dont on sent que transparaît une certaine sensibilité, pas nécessairement littéraire, mais disons une certaine sensibilité au sujet qui dépasse la rigueur qu'exige normalement l'école traditionnelle journalistique. Et ses moyens vont tout le temps être les mêmes. Ça va être l'observation et la description des situations quotidiennes. Et c'est par l'intermédiaire d'une subjectivité qu'elle va les analyser. Donc on a déjà là les jalons des tendances d'écriture qui vont caractériser la deuxième période de l'éclosion du développement de cette écriture-là, qui est, je vous le donne en mille, la période communiste. Donc, je rappelle le contexte, après la Seconde Guerre mondiale, le bloc soviétique s'installe tranquillement et, plus nécessaire de le dire, le régime soviétique est probablement l'un des plus antidémocratiques qui n'a pas existé. Et donc, par conséquent, il instaure un contrôle de censure. Et particulièrement contre les communautés qui ne sont pas russes ou... Ouais.
Exactement. contre les Polonais, les Ukrainiens, etc. Ouais. Exactement. Donc, c'est un régime qui... totalitaire, exactement. Donc, la censure donc, était très forte dans les États du bloc de l'Est. Néanmoins, les journalistes vont chercher à se soustraire de cette censure, à se soustraire à cette censure-là en employant divers procédés pour critiquer le régime soviétique, tout en cherchant à détourner un peu le propos pour que la critique puisse néanmoins être lisible dans le texte. C'est peut-être mon côté politologue qui tient à être un peu trop précis, mais juste rappeler que la Pologne était un État satellite de l'Union soviétique, c'était pas dans les frontières même de l'Union soviétique, donc c'est un système communiste, pas soviétique. Ouais, soviétique, c'est vrai. Je calcule des mouches, là, mais... non, mais c'est vrai, je mélange les deux. J'aime mieux qu'on fasse ça, mais c'est la précision. L'état politique de la Pologne a été très inconstant aussi au début du 20e siècle. À un certain moment, ça faisait partie de l'Empire russe. Ensuite, avec l'arrivée des communistes, ça a un peu changé. Il y a eu les invasions aussi successives. Donc, ça a toujours été un État qui a subi, en fait, ses malheurs par ses voisins. Ouais, que ce soit l'Allemagne ou la Russie. Puis même ce partage-là, il date même d'avant le 20e siècle, il date de, je pense, 1795, en affaire de même. Le partage formel tel qu'il a été conclu par des traités, il a été aboli même qu'en 1918. Et c'est vraiment drôle en plus parce que les textes de Władysław Remont et de Komornicza dont je viens de vous parler, c'est parmi les premiers à rendre compte de cette altérité-là sur le territoire polonais. Auparavant, l'ouverture vers l'autre, elle était plus ou moins, ou bien elle n'était pas écrite, ou disons, ou sinon elle était endiguée. Oui, mais tu parlais tout à l'heure justement du premier texte que tu as mentionné à la fin du 19e siècle. Ben, la Pologne existait juste pas à ce moment-là, c'était partagé entre l'Allemagne et les Russes. Exactement, ben les deux textes. Et celui de Raymond et celui de Komornicza. Ok, je me souviens plus de la date du deuxième, mais enfin, c'est quand même... Ça doit être intéressant justement à quel point ça transpire ce fait-là d'avoir une identité nationale qui a déjà eu un territoire à lui-même, qui a déjà été une puissance, oui, exactement, oui, avec le Commonwealth, avec la Lituanie, et là qui se retrouve à ne plus avoir de territoire, d'être contrôlé, divisé en deux empires. C'est fascinant. Et je trouve que le fait qu'un tel type d'écriture est court et fasse vraiment à ce point école dans un pays comme la Pologne, ça en dit long sur la nécessité et sur le rapport à l'autre avec un A majuscule, et sur la volonté de se sortir un peu de cette condition-là en allant voir l'autre, en cherchant à s'identifier à l'autre, que ce soit à l'intérieur des frontières d'une Pologne à nouveau réunifiée à partir de 1918, ou plus tard à notre époque aujourd'hui, où les reporters d'aujourd'hui continuent à sillonner le monde en employant ce médium-là, cette méthode d'écriture-là, mais qui est tout le temps imbriquée à un désir non seulement d'aller vers l'autre, mais un désir d'aller voir l'autre à l'extérieur des frontières, et d'envisager l'autre, même à l'intérieur de ses propres frontières, voir son voisin comme un autre, dont l'identification à soi n'est pas tout le temps évidente, ne fait pas forcément consensus. Et c'est quelque chose qui va être très prégnant, qui va être très présent dans l'écriture de journalistique dans la période communiste. Il va y avoir une tentative de rapprochement des reporters vers les communautés de leur propre pays, en Pologne, pour dénoncer justement les exactions du régime communiste. Et de cette période-là, il y a deux grands journalistes dont la célébrité et dont la reconnaissance des textes a même dépassé les frontières de la Pologne. Le premier, c'est Ryszard Kapuscinski, qui est un célèbre reporter qui a fait ses débuts en journaliste dans les années 50. Il est né en 1932. Et qui va être en fait... qui va être capable de sortir de la Pologne et qui va en fait qui va ouvrir le premier bureau de l'agence de presse polonaise en Afrique. Et la plupart de ses écrits concernent le continent africain. Okay. Et on lui doit entre autres, plusieurs textes qui sont devenus très célèbres aujourd'hui. Ce sont tous des reportages ou des recueils de reportages. J'en cite trois. Imperium, qui est un recueil de reportages qui porte sur les effets de l'impérialisme
en Afrique, mais également ailleurs dans le monde. Eben, qui est une série de reportages exclusivement sur l'Afrique. Et Le Négus, qui est un ouvrage qui est un de ses premiers, en fait, qui est parmi ceux qui l'ont fait connaître, qui est paru en 1975 et qui regroupe en fait des témoignages sur les injustices et les délations commises en Éthiopie, dans début des années 70. La deuxième reporter, qui elle vit toujours, c'est une reporter qui s'appelle Anna Kroll, qui est née en 1935 et qui est journaliste et romancière polonaise parmi les plus traduites dans le monde. Elle a fait du journalisme dans les années 70, dans les années 60 et 70. Et à partir des années 80, elle va commencer à écrire des romans qui vont explorer la condition des Juifs en Europe et qui va s'attarder à la préservation de la mémoire juive en Pologne. C'est elle, entre autres, elle a acquis une certaine célébrité à l'apparition de son roman-reportage, encore une fois, les frontières sont très brouillées, qui s'intitule « Prendre le bon Dieu de vitesse », c'est paru en 1977. Et c'est un roman-reportage avec qui a pour la figure centrale Marek Edelman, qui est le dernier membre de l'état-major de l'insurrection de Varsovie qui a survécu. L'insurrection de Varsovie qui s'est produite durant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est produite durant pendant l'occupation d'Asie. Oui, exactement. Et donc, dans cette période-là, donc dans la période communiste, il y a ces deux auteurs-là qui vont se faire remarquer par l'exactitude, la clarté et la grande sensibilité qu'ils vont manifester à l'intérieur de leurs textes. Leurs textes, on pourrait se demander, comment ça se fait qu'ils ont paru? C'est-à-dire, c'est une chose que d'employer des moyens détournés pour traiter de sujets qui critiquent le régime sous les yeux du régime, reste que la censure est pas idiote. Il est à savoir, en fait, que la publication de ces reportages-là, elle est entre autres permise par le dégel dû à la déstalinisation à partir de 1956, après les événements du printemps de Prague. Et tous ces reportages-là vont se concentrer autour d'une revue emblématique qui s'appelle la revue Politica, qui existe encore aujourd'hui et qui était fondée en 1957, si je me rappelle bien. Donc, tout de suite après le dégel. Cette effervescence-là autour de la publication des reportages dans ces revues-là est symptomatique de ce dégel-là, au milieu des années 50. Donc, les reportages vont être un peu plus tolérés à l'intérieur des frontières communistes, de la frontière de la Pologne communiste, mais également il y a certains reporters qui vont pouvoir sortir du pays. Et là, ils vont entamer une espèce de démarche de récit de voyage. Là, on parle... Est-ce qu'ils sortaient du pays pour aller dans d'autres pays communistes où il y avait un peu plus de liberté que ça? Non. Alors là, le premier réflexe pour ces écrivains-là, je dis écrivains parce que c'est plus des écrivains, là. C'est moins des reporters, mais ça s'inscrit quand même dans cette histoire-là de ce type de reportage-là, de ce type d'écriture-là. Ces écrivains-là ne vont pas aller dans d'autres pays communistes, ils vont aller plus vers l'Ouest. C'est à savoir que l'Europe de l'Ouest exerce à ce moment-là un attrait, il y a un magnétisme, il y a une curiosité qui tient parfois même une curiosité qui tient de la survie en fait pour ces gens-là, pour l'Ouest européen. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se sont rendus entre autres en Italie, mais en aucun cas ces voyages-là vont être le prétexte pour aboutir à des textes qui glorifient forcément l'Ouest, pardon. Ça va être des textes qui vont garder une certaine ambivalence par rapport au pays que ces écrivains-là visitent. Une certaine ambivalence qui va être nourrie également par ce qu'ils ont vécu également en Pologne communiste. Donc, j'avoue, je me suis moins penché là-dessus, donc je ne pourrais pas rentrer exactement en détail. Je sais juste que, encore une fois, ce qui, à mon avis, est le véhicule de cette ambivalence-là, c'est la forte présence de la subjectivité dans ces textes-là. C'est quand même normal, étant donné que là, on parle moins de reportages, on parle plus de témoignages, de romans, voire même de poésie. Toujours est-il que ce dégel-là entraîne une plus grande liberté, disons, pour les reporters et les écrivains pour le voyage et plus grande liberté dans le traitement des sujets. Mais quand tu parles de subjectivité, est-ce que tu veux dire que l'auteur, parce que c'est plus un auteur qu'un journaliste au final, va relater en fait ses expériences qu'il a, par exemple, à l'extérieur, là, ses récits de voyage, par rapport aux expériences qu'il a
eu chez lui? Est-ce que c'est plus par rapport à ses émotions? Comment ça se traduit finalement, cette subjectivité-là? La subjectivité, elle se traduit déjà par une mise en abîme de l'écoute. Il est à savoir que le reporter se met effectivement en scène, mais s'il se met en scène s'il se met en scène par l'intermédiaire d'un personnage, ce n'est jamais le personnage principal. Et je dis toujours dans le conditionnel parce que la subjectivité, ce n'est pas le point, ce n'est pas le pivot de l'écriture. La subjectivité, elle est le véhicule par lequel le sujet arrive au lecteur. Le sujet que le reporter écoute. C'est un relais, si on veut. Okay. À cet égard-là, en fait, je pourrais peut-être vous faire... Rosemary, si tu accepterais, de lire en fait un texte de Ryszard Kapuscinski, justement. L'un de ses textes les plus célèbres qui s'intitule « Le bouche à la polonaise ». Les dernières lignes, en fait, sont les suivantes. Raconter une année de mon pays, n'importe laquelle, l'année 1957, disons, un mois seulement de cette année, juillet par exemple, un jour seulement, disons le 6. Mission impossible. Pourtant ce jour, ce mois et cette année existent en nous. Ils doivent exister car nous les avons vécus, nous avons marché dans la rue, nous avons extrait du charbon, nous avons abattu une forêt, nous avons marché dans la rue. Comment décrire une rue dans une ville, disons Cracovie, de manière à faire ressentir son mouvement, son climat, ce qu'elle a de permanent et ce qu'elle a de changeant, son odeur et son bruit, de manière à ce qu'elles deviennent visibles. Donc juste pour vous mettre en contexte, ces quelques lignes-là terminent un texte dans lequel Ryszard Kapuscinski se retrouve dans un village du Ghana qui s'appelle Mpango. Et dans le fond, ce reportage-là, il vise dans le fond à... On le questionne lui comme reporter sur ce qu'est la Pologne. Il est à savoir que lui, il est déjà au Ghana, il est déjà correspondant en Afrique, et il éprouve dans le fond la difficulté de raconter qu'est-ce que c'est que la Pologne telle qu'il l'a connue. Il éprouve la difficulté de la raconter à des étrangers. Mais le sujet en tant que tel, c'est pas le reporter lui-même, c'est la Pologne elle-même. Et la représentation la plus claire de cette subjectivité-là, pour répondre à ta question, seulement dans cet exemple-là, à tout le moins, c'est la difficulté de parler la difficulté de synthétiser tout un pays à travers des petits éléments. Par exemple, au tout début de ce reportage-là, les anciens le questionnent sur est-ce que la Pologne c'est la neige? Est-ce que la Pologne c'est les tramways? Sur quoi concentre-t-on nos énergies pour décrire quelque chose, pour décrire une situation, pour décrire des gens? Je pense qu'elle est là, à mon avis, la question fondamentale de cette écriture-là. Comment traiter du vrai et, s'il est possible d'en traiter, quels éléments choisir? Je ne vous cacherai pas qu'il y a comme une espèce d'alchimie un peu étrange parce que, à mon avis, c'est ce type de reportage-là qui réussit le mieux à reproduire de manière purement journalistique ce que c'est qu'une situation dont on cherche à peu de choses près tout savoir. Un peu comme pour informer les lecteurs sur ce qui doit être compris, sur ce qui doit être reçu. Et c'est pour ça qu'en Pologne communiste, on va aller chercher à s'attarder non pas dans le traitement, dans le choix des sujets, dans leur traitement, on va pas chercher à s'attarder sur les effets de ces situations-là, sur les effets par exemple de la censure, sur les effets de la répression ouvrière, etc., etc. On va dépeindre les situations et on va laisser le lecteur juger, j'oserais pas dire deviner, mais disons on va faire confiance au lecteur pour qu'il lise entre les lignes, pour qu'il comprenne les effets de ce qui est décrit. Et pour arriver à ça, on utilise des procédés qui tiennent de la littérature. Donc, je disais plutôt que avec le dégel de la déstalinisation, il y a une plus grande tolérance, si on peut appeler ça comme ça, à la publication, manifestée à l'égard de la publication des articles en revue. Par contre, la compilation de ces articles-là en volume va poser beaucoup plus de problèmes. C'est là que la censure va exercer le plus grandement son pouvoir. C'est à savoir pourquoi en volume, pourquoi ça pose plus de problèmes en volume et moins en revue. À mon avis, c'est pour des questions d'archivage.
Un article journalistique, c'est dans un quotidien, c'est dans une revue hebdomadaire comme Politica. C'est plus difficile à garder, c'est plus éphémère. Il est à savoir que l'Internet n'a pas eu le monopole de l'éphémérité aujourd'hui. C'était aussi existant, surtout, à mon avis, dans les pays du bloc communiste. Les textes en revue, pas les textes en revue, mais les textes en volume, les articles regroupés dans des livres, c'est la garantie d'une plus grande postérité, donc d'une mémoire. Et la mémoire des exactions du régime communiste, c'est pas à l'avantage du Parti communiste. Non, vraiment pas. Donc, à mon avis, c'est là que se trouve le bémol. Puis en même temps, le sous-texte qui parfois contre le régime doit être beaucoup plus évident si ça fait 8 chroniques de suite que tu lis dans un même volume. Là, il y a ce niveau-là aussi, je pense qu'il doit jouer. Là, effectivement, je te dirais qu'il y a l'effet de continuité. L'effet de suite, la dimension sérielle des articles vient effectivement un peu tourner le fer dans la plaie, si on veut. Moi, j'ai lu seulement une série d'articles de Richard Kapuscinski et de Anna Kroll. C'est vrai que l'objectif de ces reportages-là qui étaient réunis dans un ouvrage qui s'intitule assez justement d'ailleurs La mer dans une goutte d'eau, c'est paru aux éditions Noir sur Blanc en 2016. L'objectif de regrouper ces reportages-là, c'était de tracer un lien entre Kapuscinski et Kroll, mais c'était également de démontrer une plus grande... quelle était la diversité des méthodes d'écriture et des sujets qui étaient choisis pour ces reportages-là. Donc, pour avoir une idée de la dimension sérielle de ces articles-là, il faudrait retourner aux publications originales des années 50, 60, 70. Ouais. Fait que ça, c'est... Mais à mon avis, je pense pas que ce soit une hypothèse farfelue, par contre. Mais souvent, ce qui était reproché à ces articles-là, lorsqu'ils étaient réunis en volume, on leur reprochait la déformation de la réalité promue par les autorités communistes. Les articles d'Anna Kroll étaient jugés déprimants. Et c'était assez suffisant pour discréditer absolument toute publication. Donc c'est ça, c'est de la déformation de la réalité, c'est aller à l'encontre de ce qui est promu, voulu par le régime communiste qui pose problème. Il y a Margot Carlier, la traductrice des articles qui se retrouvent dans La mer dans une goutte d'eau, qui, sur l'origine et le développement de ce genre-là en Pologne, dit ceci, je la cite. « On dit souvent en Pologne que la qualité littéraire de sa littérature documentaire doit beaucoup à la censure communiste. Il n'y avait pas d'autre moyen de traiter du collectif que de décrire le particulier. Cela a engendré un récit décalé, appelé alors à double fond, un récit subtil, à la thématique en apparence banale, mais où le détail dépassait le sens premier, se trouvant doté d'une signification métaphorique plus large, plus universelle. » Donc là, à mon avis, on a le jumelage qu'il faut pour comprendre l'importance et la pierre angulaire de ce type d'ouvrage-là, d'article-là, c'est partir du particulier pour décrire le collectif. Et surtout, mettre un accent particulier sur les détails. Anna Kroll, à cet égard-là, elle est assez... le détail chez elle prend une importance vraiment grande, dans la mesure où chez elle, c'est ce qui va... Ça va être l'élément, le détail très très fin dans chacun qui va changer en fonction de ses reportages, va être la pierre angulaire de la critique du régime. Dans un de ses textes que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle « Portrait de la famille Z à l'intérieur », tout simplement. Elle fait le portrait d'une famille et de ses conditions de vie dans la Pologne communiste. Une famille ordinaire, une famille qui vraisemblablement n'a pas trop à se... est un petit peu mieux nantie que les autres. C'est une famille où il y a 3 enfants, dont un qui étudie à l'Académie polonaise des sciences, un étudiant brillant et tout, mais malgré tout, dans ce texte-là transparaît pas des exactions, mais disons des situations dont on peut imputer la faute au régime communiste. Et dans le portrait qu'elle va faire de cette famille-là, elle va décrire abondamment la maison. Et l'insistance qu'elle va mettre sur la manière dont les activités domestiques sont régies, l'importance qu'elle va mettre dans la description de tel ou tel
élément, que ce soit un meuble, que ce soit une pièce, va laisser transparaître la condition de cette famille-là. Et cette condition-là va dire quelque chose sur la manière dont le régime communiste traite sa population. Donc, les éléments agissent comme relais pour critiquer le régime. Pourtant, c'est pas un roman, là. C'est un texte qui, dans La mer dans un goutte d'eau, il dure 5 pages. C'est très, très, très concis. Mais, encore une fois, la mer dans une goutte d'eau. On a un tout dans un infiniment petit. Ça me fascine quand même que le régime ait laissé ça être publié, tu sais. Ben, à cet égard-là, honnêtement, Marc-André, si tu veux avoir une bonne idée d'un autre versant du journaliste tel que la liberté d'expression essaie de se frayer un chemin, je t'en recommande vivement la lecture. Ouais, non, c'est super intéressant. Donc, dans un troisième temps, 1989, la chute du mur de Berlin, la Pologne est le premier des pays du bloc de l'Est à s'affranchir du régime communiste. La sortie donc de la Pologne du bloc communiste et son intégration à l'Union européenne en 2004 va agir comme un autre point tournant dans l'histoire du reportage littéraire polonais. Par contre, cette fois-ci, tu posais la question, je pense que c'est toi, Sam, qui posait la question, est-ce qu'il retournait dans les pays de l'Est quand il voyageait après le dégel de la déstalinisation? Là, ils vont y retourner. Parce qu'avec 1989, les pays de l'Ouest européen vont perdre un petit peu de leur attrait. Et cette fois-ci, on va avoir 2 tendances. La première tendance, ça va être chez les reporters de retourner plus vers des pays qui faisaient partie du bloc communiste, mais qui désormais sont ouverts à la circulation. Ils veulent se faire une idée de qui sont leurs voisins. Est-ce que la culture qui est voisine à la nôtre est la même effectivement? Donc, est-ce que le bloc communiste avait raison de dire qu'on était une grande nation hégémonique, etc., etc.? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas autre chose qui vient interférer là-dedans? Et c'est quelque chose dont va rendre compte un reporter contemporain qui s'appelle Mariusz Szczygiel. C'est un reporter polonais qui, lui, éprouve une fascination sans nom pour la culture tchèque. Ok. Et donc, ces textes sont traduits en français également. Fait qu'il est allé checker ça. Badoum. Aïe, aïe. Marc-André, tu sors. Ça, c'est un autre moment où ça aurait été intéressant de voir la face de Marc-André parce que je voyais qu'il cherchait une blague. Absolument, Marc-André, il est allé, comme on dit en bon français, checker ça. Nice. Et donc, la visite qu'il va faire, encore une fois très subjective, de son expérience en République tchèque, va lui permettre de prendre la mesure de la distance culturelle qu'il y a entre la République tchèque et la Pologne. Ça, c'est une des premières tendances. La deuxième tendance, ça va être de s'inscrire dans le même sillon que d'autres reporters, entre autres Richard Kapuscinski, qui lui était allé comme je l'ai dit plutôt en Afrique. Un autre reporter contemporain qui s'appelle Wojciech Tokman a écrit en 2010 un ouvrage qui s'intitule « Aujourd'hui, nous allons dessiner la mort » et qui est un reportage littéraire qui traite de la suite de comment la population rwandaise vit après le génocide. Et tu demandais tout à l'heure, Sam, comment la dimension littéraire se retrouvait dans les reportages. Eh bien, dans ce reportage-là de Wojciech Tokman, il prend pour personnage principal, entre grosses guillemets, un jeune qui s'appelle Léonard. Ce personnage-là, Léonard, Tokman se focalise sur lui, Léonard qui avait 9 ans lors du génocide rwandais, pour revisiter l'histoire du génocide et de ses survivants aujourd'hui dans leur quotidien. Qui n'est pas une démarche qui est particulièrement... qui est une démarche qui est un petit peu iconoclaste lorsque tu examines la manière dont on écrit les reportages aujourd'hui. Marc-André, tu parlais de Pierre Foglia tout à l'heure. Là, cette fois-ci,
J'ai l'impression que dans Follia, d'après ce que tu nous disais tantôt, ça tendait plus à des situations très précises qui décrivaient dans une forme plus concise. Quand même, mais ce qui est intéressant de lire de Follia en tant qu'il faisait des textes, c'est des fois il va te parler de ses chats. Puis il va juste te raconter ses chats, ce qu'il fait. Puis il y avait des dizaines de chats, il habitait sur une ferme, puis tout ça. Puis il habite encore sur une ferme, il est toujours vivant. Puis c'était à travers ça, selon une situation politique par exemple qui se passait au Québec, selon la façon qu'il parlait de ses chats, on comprenait le lien qu'il fait sans qu'il ait même à l'adresser directement. C'était la même chose un peu dans ses récits de voyage en Irak par exemple, où il va raconter sa ride de taxi, puis avec son traducteur, puis tout ça, puis la petite madame après ça qu'il rencontre au café, tu sais. Ok. Mais ça, je te dirais que c'est peut-être plus apparenté à la démarche du reportage polonais. L'histoire des chats, bon, ça, c'est ce que j'appellerais en littérature une espèce de déplacement. Ouais. C'est pas exactement ça, parce que le Léonard d'aujourd'hui, nous allons dessiner la mort, c'est un être qui fait de chair et de sang, qui existe vraiment, et dont l'histoire sert de relais pour éclairer la grande histoire, celle, entre autres, du génocide, et de qu'est-ce qui en a découlé par la suite. Mais malgré tout, le Léonard en question, c'est le point de focalisation central de tout le reportage. Par contre, ça n'empêche pas Tuckman d'aborder, de prendre d'autres points de vue et pour traiter plus efficacement d'autres sujets qui ont trait à l'histoire du génocide rwandais. Et dans son ouvrage, il y a le deuxième chapitre qui est un chapitre assez costaud, merci. Il traite de la question du corps des femmes, comment le corps des femmes était traité lors du génocide et par la suite. J'ai un extrait ici. Rosemary, serais-tu partante pour le lire? Bien sûr, bien sûr. Une femme violée. Une femme qui a donné naissance à un enfant issu du viol. Une femme contaminée par son violeur. Et si elle était professeure d'université, ou bien ministre de la condition féminine, ou président du pays, que verrais-tu d'abord en elle? Un bon professeur? Une politicienne douée? Non, tu dirais, cette Rwandaise violée est formidable. Tu ne lui donnes pas la chance d'être quelqu'un d'autre. Les bourreaux ont empoisonné tes pensées aussi. Tu vois d'abord son déshonneur. Tu y penses sans doute sans le moindre mépris. Tu dénonces l'injustice et la souffrance. C'est justement cette souffrance que tu vois en premier lieu. Et ce sera toujours ainsi. Toute autre information, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle est, ne sera qu'accessoire par rapport à son corps violé. Où que tu te trouves, tu es en train de la tuer à ton tour. Tu t'en défends? Tu nies? Mais quelle est la première pensée qui te vient à l'esprit à propos de son enfant? Qui est-il? Donc, il est à savoir que ce paragraphe-là est l'un des nombreux paragraphes qui apparaît qu'on lit au cours du deuxième chapitre. Il se trouve à la suite et juste avant d'autres paragraphes qui restituent la voix de plusieurs personnes qui parlent toutes justement de cette question du corps au féminin et surtout du corps meurtri des femmes violées durant le génocide. Ces voix-là sont celles de plusieurs personnes, des victimes, des infirmières, des médecins, des gynécologues, des employés d'organismes humanitaires. Et toutes ces voix s'adressent au reporter. Et donc, la place du reporter, en ce sens-ci, c'est d'agir comme relais pour le lecteur. Regarde-moi, lecteur, semble dire ces voix-là, littéralement. Regarde-moi et pose-toi les questions que je suis en train de te poser. C'est l'une des forces, à mon avis, du reportage littéraire polonais. Et c'est une forme d'autant plus intéressante qu'elle tend à s'institutionnaliser, d'autant plus. Puisqu'en 2009 à Varsovie, et depuis 2009 à Varsovie, il existe un institut du reportage fondé entre autres par Wojciech Tuckman et qui offre des cours sur l'histoire de cette forme-là et sur la particularité dans l'écriture de ce reportage-là. Et à mon avis, à une ère où justement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, le journalisme a mauvaise presse, je trouve que c'est un sujet, un type d'écriture qui a beaucoup à nous apprendre. Bien, merci Clarence pour ce sujet fort fascinant. Ben, ça fait plaisir. On va passer à toute autre chose. D'autres types d'histoires. D'autres types d'histoires. Ben oui. D'autres types d'histoires et on ne parle pas de reportage littéraire. Non. Non. Ni de Pologne, d'ailleurs. Ni de Pologne. Oh, vous assumez des choses, là, gang.
Bon, vous avez raison, parce que... Mais ouais, on parle de Batman. Moi, j'aime bien ça, Batman. Je suis content de pouvoir parler de Batman. Donc, Batman, de Video Game Series de Telltale Games. Telltale Games qui fait vraiment des jeux de type... ce qu'on appelle en fait des histoires interactives, épisodiques, en style pointé-cliqué. Ça sonne super complexe, mais c'est bien simple. Leur série la plus connue, c'est probablement celle sur The Walking Dead, donc qui est à la base d'une bande dessinée, qui a deux shows de télévisés très populaires, et une série excellente de jeux en 3 saisons. Donc c'est vraiment, on reprend vraiment la formulation des séries télé. J'avais joué à celle de Game of Thrones, que j'avais beaucoup apprécié aussi, qui reprenait beaucoup l'esprit de la série. Ouais, qui rentrait entre la saison 3 et 4 de la série, si je me trompe. Ils en ont fait un sur Retour vers le futur aussi. Aussi, c'est dans leur premier qu'ils ont fait, en fait. Puis même Game of Thrones, j'ai joué à beaucoup de leurs jeux, c'est probablement leur plus faible. Donc si tu l'as aimé, dis-toi que le reste, tu devrais aimer ça encore plus. Donc, je suis pas un public difficile. Non, ben tant mieux. Puis donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça, cette histoire interactive épisodique de style pointé-cliqué? En gros, dans l'univers, dans ce jeu-là, en fait, c'est qu'on incarne Batman et Bruce Wayne dans une proportion à peu près égale, vraiment du 50-50. Et c'est qu'en fait, c'est qu'on prend les décisions pour le personnage. C'est vraiment une histoire dont vous êtes le héros. Et ça s'inclut aussi juste dans les dialogues avec d'autres personnages. Donc on fait vraiment des choix de est-ce qu'on va lui répondre de façon extrêmement bête ou cynique, ou on va essayer d'être plus gentil, ou des fois même juste de pas répondre. Et en fait, c'est que ça va influencer les relations qu'on a avec les autres personnages, le développement de notre Batman, de notre Bruce Wayne, et ça influence aussi le déroulement de l'histoire du jeu. Donc c'est présenté en saison. Pour l'instant, il y a 2 saisons. Une première sortie en 2016 et la deuxième en 2017 qui s'est terminée au printemps 2018. Et chaque saison a 5 épisodes. Chaque épisode dure environ 2 heures, 2h30 souvent pour le premier et le dernier épisode qui sont un peu plus longs. Et il y a un espace d'environ 1 à 2 mois entre chaque épisode. Donc c'est vraiment le concept un peu de la série télé là, qu'on retrouve ici. À chaque épisode, il y a vraiment 5 ou 6 décisions majeures qu'on doit prendre, que souvent ça va être un choix, ça va être A ou B. Donc on est vraiment limité dans nos choix, il n'y a pas l'option de ne pas répondre. Et c'est ça en fait qui va vraiment venir driver l'histoire. C'est des choix qui sont souvent difficiles à faire. Ça va être par exemple de sauver un personnage au lieu d'un autre. Ça va être d'aller à tel endroit au lieu d'un autre endroit. Des trucs de ce genre-là. Ou sinon d'avoir de décider, par exemple, de poursuivre une relation amoureuse ou non avec un autre personnage. Okay. Des trucs comme ça. En termes de gameplay, donc de façon, comment on joue à ce jeu-là, donc ça passe beaucoup par les conversations. Il y a aussi l'aspect qu'il faut, le côté détective de Batman, donc on va se promener dans un environnement, il va falloir fouiller un peu, essayer de trouver des indices, par exemple, d'interagir avec des objets ou avec d'autres personnages qui sont présents. Et c'est le côté vraiment pointé-cliqué où ça vient justement dans les premiers jeux sur ordinateur qui n'étaient pas seulement du texte, donc les plus fin 80, début 90, où avec la souris, on pointait sur les objets où on voulait aller. Ben là, c'est le même principe, mais avec une manette ou une souris, dépendant sur quelle plateforme on joue. On rappelle un peu les jeux à la Myst, justement, où est-ce qu'on va se déplacer dans un environnement pointant-cliquant, mais on va avoir justement des décisions à prendre par rapport... bon, il y a les énigmes aussi, là, c'est un autre aspect. Ouais. Mais ouais, exactement, un peu dans ce style-là. Donc quand même un gameplay assez simple, mais qui est vraiment... qui permet de mettre plus l'histoire en valeur. Et le scénario de genre valeur qui est vraiment immersif. Et là-dessus, Telltale réussit pratiquement à chaque fois, puis en particulier pour la série de Batman, je trouve. Mais il y a un côté aussi action qui est quand même là, avec ce qu'on appelle des Quick Time Events, donc où on doit appuyer sur les boutons au bon moment. Ce qui sonne un peu dull, mais que Telltale trouve le moyen de rendre vraiment intéressant, souvent à cause du stress, de la rapidité avec laquelle il faut appuyer sur les boutons, parce qu'on est par exemple dans une séquence de combat. Donc si tu veux pas manger un coup puis recommencer, ou tu sais, juste comme rallonger la séquence, tout ça, si tu veux vraiment que ton Batman réussisse, puis sac une volée aux autres, c'est un peu ça le trip de Batman aussi. Et il y a aussi un côté qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a des moments où on planifie nos attaques. Donc, par exemple, on va être dans un point en hauteur, comme Batman le fait si bien, et on va voir, OK, il y a 4 ennemis qui sont là, il y en a 1 ou 2 qui ont des fusils, peu importe. Et là, c'est OK, dans quel ordre est-ce qu'on attaque? Comment est-ce qu'on fait cette attaque-là? Et là, on a 2 ou 3 options de façon de faire l'attaque. Côté stratégique. Côté stratégique qui fait vraiment très Batman, justement. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment fidèle au personnage. Maintenant, au niveau de l'histoire, donc, pour vous donner un peu plus de détails, on est
on incarne un Batman qui est établi. Donc ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Il y a un début de relation avec le commissaire Gordon, qui n'est pas encore commissaire en fait au début du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lié à des BD qui existent déjà ou à des films ou à d'autres jeux vidéo. Donc c'est vraiment une nouvelle histoire de Batman à part entière. Puis c'est ça qui est une des forces du jeu. C'est qu'en fait, c'est que tout ce qu'on connaît de l'univers de Batman est remis en question, incluant ses ennemis. Par exemple, on commence le jeu et on va prendre un café avec Harvey Dent, qui est double face, Two-Face, mais qui est pas un méchant à ce moment-là. Donc il y a toujours cette question-là de est-ce qu'il va devenir méchant, est-ce qu'il va rester gentil, quel type de méchant il va être s'il devient méchant. Et c'est ça avec plusieurs des ennemis justement de Batman, ou certains vraiment qu'on va juste recréer un peu leur histoire, leur backstory comme on dit, et juste pour la modifier assez, on garde quand même l'essence du personnage, mais on amène une nouvelle facette, puis c'est vraiment très bien fait, je trouve. Et justement à cause de ça, le jeu est rempli de surprises. On peut difficilement prévoir comment qu'un autre personnage va réagir les premières fois qu'on le rencontre. Après ça, c'est plus facile, on sait, ok, il est fait comme ça dans cet univers-là. Donc, même pour les personnes qui connaissent beaucoup l'univers de Batman, ça réserve beaucoup de surprises tout au long de l'histoire. Et ça permet aussi, en fait, de créer notre propre Batman et notre propre Bruce Wayne. On peut le faire vraiment plus comme on veut. Donc, dans les BD, il y a toujours différents Batman et Bruce Wayne. Donc, il va y avoir le Batman qui est vraiment ermite, qui veut pas d'alliés, qui est vraiment juste focusé sur sa mission. Ou à l'inverse, qui va avoir sa famille, ce qu'il appelle sa famille, donc Robin, Batgirl, Batwoman, puis tout ça. Donc on peut vraiment choisir un peu si on veut quel type de Batman on veut à ce niveau-là, à quel point on va avoir des alliés ou à quel point on veut être seul. Puis c'est la même chose pour Bruce Wayne, qu'on peut avoir un Bruce Wayne vraiment playboy qui est très à l'avant-plan ou celui qui est un peu plus isolé. Donc à ce niveau-là aussi, ça, on a vraiment une grande liberté sur le type de personnage qu'on veut créer. Puis là, je vais faire un mini spoilers pour l'épisode 1 de la saison 1. Donc c'est vraiment au début de l'histoire. C'est à la fin de l'épisode, mais c'est au début de l'histoire. Et toute cette transformation, cette remise en question-là de l'univers de Batman est accentuée par l'origine même de Batman. Donc quand on lit des BD ou des films, c'est toujours ses parents sont morts quand ils étaient jeunes, il y avait 9-10 ans, ils se sont fait assassiner dans une ruelle. Et c'était des très bonnes personnes. C'était le cœur et l'âme de Gotham, c'était les parents de Bruce Wayne, qui étaient en tant que millionnaires, qui avaient des fondations, qui ont créé des hôpitaux, système de transport en commun, peu importe. Et bien là, quand on termine l'épisode 1, on apprend que le père et la mère de Bruce Wayne se sont fait assassiner, pas par hasard, pour un petit crime pour de l'argent, comme c'est habituellement le cas. Comme c'est fréquemment dépeint dans la mythologie de Batman. Exactement. Mais parce que le père de Bruce Wayne était au cœur de la mafia et de la corruption de Gotham. En fait, c'est lui qui finançait la mafia, c'est lui qui était qui drivait la corruption dans la ville, donc avec les élites politiques, et qui était vraiment au cœur du système criminel de Gotham. Ce qui entraîne d'autres une remise en question complète pour Bruce Wayne et Batman du pourquoi ils font ça. Et je pense que c'est la meilleure décision que pouvait prendre Telltale, c'était justement de... Tu sais, vous vous attendez à ça, tu commences le jeu, tu t'attends à être dans un univers d'un Gotham que tu connais, eh bien non, après 2 heures, c'est comme on t'envoie ailleurs complètement. Tout ce que tu prenais pour acquis jusqu'à maintenant, on fait juste le sacré à terre, puis exactement. On fait une nouvelle histoire avec ça. On regarde quand même nos repères qu'on a. Ça, il y a quand même l'essence de Batman dans le jeu. On fait juste flipper à la table. Ok. Ah ouais. Mais c'est la même table, mais là c'est de l'autre côté. Puis ça, c'est vraiment fascinant. Pendant la saison 2, en fait, on crée notre propre Joker. On rencontre le personnage qui s'appelle John Doe, qui est dans un asile. On le rencontre brièvement dans la saison 1. Et après ça, dans la saison 2, il est vraiment au centre de l'histoire. Et là, par nos interactions avec lui en tant que Bruce Wayne, en tant que Batman, on va venir forger sa personnalité. Et puis là, la grande question de la saison, c'est est-ce que le Joker est condamné à devenir Joker? Ou est-ce qu'il peut devenir une bonne personne? Est-ce qu'on peut empêcher ça? Okay. Puis là, je vous laisse le plaisir d'y jouer pour découvrir les différentes possibilités.
Juste pour vous donner une idée, la saison 1, je l'ai fait 2 fois pour voir les 2 gros arcs principaux de comment faire mon Batman, mon Bruce Wayne, puis comment l'histoire pouvait se terminer. La saison 2, j'ai commencé à refaire l'histoire une 2e fois pour voir quel autre type de Joker je peux créer, puis il y a d'autres moments d'histoire aussi. Donc il y a vraiment un aspect de rejouabilité qui est là, puis si vraiment vous avez aimé l'histoire puis vous voulez voir les autres facettes, des fois aussi on doit faire le choix entre aller à un lieu ou à un autre, ben non. Donc il y a une partie de l'histoire qu'on ne voit pas. Et le fait justement que ton choix précédent, par exemple l'épisode d'avant ou 2 épisodes d'avant, ça va venir affecter plus tard l'histoire. Donc justement, refaire ce choix-là différemment, c'est la curiosité de voir où ça amène l'histoire. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un des meilleurs jeux de Telltale, je trouve, qu'ils ont fait jusqu'à présent, autant en termes d'histoire qu'en termes de gameplay. Il est vraiment agréable à jouer. Et c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes, même les téléphones, les iPhones ou les téléphones Android. Donc c'est vraiment un jeu qui est très accessible, qui est pas très cher. Je pense que la saison 2, qui est la plus récente, je pense qu'elle est à 20 ou 25$ par exemple sur PlayStation. Elle était gratuite il y a pas longtemps pour les abonnés PlayStation Plus. Puis la première saison doit donc vraiment peut-être quoi, une 10-15$ environ en ce moment. Donc voilà, je recommande fortement. Oui, combien de saisons prévues? Ils ont rien annoncé pour une saison 3. Puis la façon que la saison 2 se termine, ça pourrait se terminer là. Okay. Donc je sais pas ce qu'ils prévoient faire, mais ça serait une fin satisfaisante s'ils décidaient d'arrêter. D'accord. Fort intéressant. Merci Marc-André. Ça fait plaisir. Bon, on y jouera certainement. Ben, je vous le recommande. Donc j'aimerais remercier à tous nos auditeurs de votre écoute fidèle. Pour ceux qui sont moins fidèles, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles. Donc Apple Podcast, évidemment, allez voter pour notre épisode, ça aide dans les algorithmes, ça nous aide à nous donner de la visibilité, donc on apprécie. On est aussi disponible sur YouTube, Google Play, sur Podbean. Podbean. En fait, nos podcasts même, c'est là qu'ils sont hébergés. Et vous trouvez le fil RSS pour votre autre plateforme préférée. Merci Marc-André. De rien. En tant que personne qui s'occupe de tout ça, j'ai plus de mémoire. Je te remercie pour ton support. D'ailleurs, merci pour ta chronique. Ça fait plaisir. Merci Clarence pour ta présentation aussi. Ça fait plaisir. Et encore une fois, merci Rosemary pour la bière. Ça fait plaisir comme toujours. On vous souhaite une très bonne semaine, puis à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.